Le très très grand coupable qui a inventé ces molécules, qui dès le départ a tout mis en œuvre pour que cette tromperie et surtout que personne ne puisse faire le rapprochement avec les coupes-fins dérivés de l'amphétamine et leur danger. Et ça a fonctionné pendant plus de 30 ans, cette stratégie absolument incroyable. Cet homme, Jacques Servier, ne s'en cachait pas. Il disait qu'il était une tête de l'art, très entêté et très tenace. Cette obstination lui aura valu de tenir tête jusqu'au bout à ceux qui l'accusaient d'avoir sciemment dissimulé la toxicité de 2 médicaments, l'isoméride et le Mediator. C'est en 2007, au Centre hospitalier universitaire de Brest, qu'Irène Frachon, pneumologue française, constate le lien entre l'utilisation du Mediator et des cas de pathologie cardiaque chez certains de ses patients. Elle entreprend alors une longue bataille contre les autorités sanitaires et les laboratoires pour que le médicament soit retiré du marché, ce qui finalement arrive en 2009. Son courage et sa détermination à dénoncer ce scandale d'État ont mené à une reconnaissance publique importante. Elle a sauvé des milliers de vies, fait condamner le laboratoire Servier à indemniser les victimes et à rembourser plus de 421 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale. Cette affaire est à l'origine de la loi Bertrand relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé en 2011 et de la loi Blandin relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte en 2013. Une véritable révolution. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. Pas pam-pam girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renfort, vrai pro. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe ce médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi ? Oui. En fait, en février 2007, j'ai pris en charge, comme d'autres malades, dans un centre de compétences qu'on avait monté à l'hôpital de la Cavale Blanche, une malade qui souffrait d'une maladie rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est-à-dire, c'est pas l'hypertension au bras, hein. Ça se passe dans les vaisseaux du poumon et c'est extrêmement grave puisque ça tue en moyenne en 2 ans. Une fois le diagnostic posé, cette dame est très obèse, était soignée par du Mediator comme antidiabétique et j'ai tiqué sur le Mediator parce que des années auparavant, mes chefs de l'hôpital Antoine Béclair, où j'avais été interne jeune, m'avaient mis en garde sur le Mediator qu'ils pensaient être assez proche de coupe-fins de Servier, qui avait eu un triste destin puisque ces coupe-fins avaient été interdits en 1997, donc 10 ans avant la rencontre avec cette patiente, parce qu'ils étaient mortels en s'attaquant aux vaisseaux du poumon et au cœur. Le mot Mediator était un mot qui était resté dans ma tête. J'avais trouvé ça assez sidérant, quoi. Irène Frachon, je suis pneumologue au CHU de Brest et j'ai 61 ans. Servier a mis sur le marché, à partir des années 70, des molécules coupe-fin, 2, donc c'était le Pondéral et l'isoméride, et la 3e, qu'il ne voulait pas lancer comme coupe-fin parce que ça n'apportait rien sur le marché par rapport à ce qu'il avait déjà commercialisé, a eu cette idée à la fois géniale et diabolique de dire « je vais pas dire que c'est un coupe-fin, je vais même le dissimuler, et je vais le présenter comme un antidiabétique ». Donc en fait, il y a eu parallèlement la mise sur le marché successives donc de ces 2 coupe-fins, Pondéral et isoméride, qui étaient officiellement des coupe-fins, qui se sont avérés être extrêmement dangereux. Parallèlement, il y avait la carrière du Mediator, qui est en fait un coupe-fin strictement analogue, mais qui l'a, par tromperie, maquillé en antidiabétique original. Lorsque la dangerosité des coupe-fins isoméride et Pondéral a été telle que ces médicaments ont été interdits en 1997, loin de faire ce qu'il fallait évidemment faire immédiatement, c'est-à-dire retirer également le Mediator dont il n'ignorait pas que c'était la même chose, il a au contraire renforcé les mesures de tromperie et de dissimulation pour garder le Mediator sur le marché en tant qu'antidiabétique remboursé par la sécurité sociale. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y a la mise sur le marché frauduleuse d'un coupe-fin
maquillé en antidiabétique pour obtenir un remboursement. Donc ça, c'est le volet escroquerie financier, et bien plus glaçant lorsqu'il est avéré que ces molécules sont extrêmement dangereuses. Il va constamment nier la dangerosité de ce produit malgré les alertes, malgré les premiers cas dont il a connaissance, et ça de façon extrêmement virulente. Et ça reste d'ailleurs le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que dans sa défense, le laboratoire continue à soutenir qu'il ne pouvait pas connaître la dangerosité de ce produit avant son retrait en 2009, alors que les juges ont estimé, que ce soit en première d'ailleurs ou en deuxième instance, que dès 1995, rendez-vous compte, 1995, ils ne pouvaient ignorer la dangerosité potentiellement mortelle de ces coupes-fins, et donc du Mediator. Ça concerne les diabétiques de type 1 et de type 2 ? Non, c'est uniquement les diabétiques de type 2, parce que, en fait, c'est un tour de passe-passe. Comme c'est un coupe-faim et que un des aspects du traitement des diabètes de type 2, c'est de maigrir, effectivement, le Mediator peut, dans certains cas, en faisant maigrir les gens, améliorer un petit peu l'état diabétique. Bon, à la limite, pourquoi pas le proposer comme antidiabétique, mais il fallait pas dissimuler que c'était d'abord un coupe-faim. La guerre aux méchants labos, c'est ça ? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier ? On va se faire tailler en pièces. Pas de panique. D'abord, en face de moi, j'avais un laboratoire menteur. Et donc, j'ai failli passer à côté, moi aussi, de cette affaire. Parce que quand j'ai suspecté le Mediator, qui m'avait été signalé par des collègues, d'une part, mais longtemps auparavant, et qui était également signalé par une revue indépendante de l'industrie pharmaceutique et la revue Prescrire. C'est ça qui m'a fait suspecter ce médicament d'être toxique. Mais quand j'ai interrogé le laboratoire sur sa proximité avec les coupes-fins isomérides pondérales, la réponse que j'ai reçue était sans ambiguïté, ça n'avait rien à voir. C'était radicalement différent. Et donc j'ai failli laisser tomber. Et ce qui m'a permis de me remettre sur cette piste-là, d'abord je me méfiais un peu de Servier parce que j'avais été témoin de l'affaire des coupes-fins isomérides et pondérales qui a été un drame sanitaire et avec des comportements inacceptables déjà de la part de ce laboratoire, qui comprenait d'ailleurs des méthodes d'intimidation quasi de barbouze absolument invraisemblables. La deuxième chose, c'est que j'ai pu, en interrogeant cette revue Prescrire, avoir la formule chimique et comprendre que c'était bien un dérivé de l'isoméride, contrairement à ce que disait Servier. Donc il y avait des mensonges. Et puis troisièmement, j'ai été très aidée par une spécialiste de pharmacovigilance qui a réussi à récupérer des documents qui montraient les structures chimiques de tous ces produits et qui montraient qu'en fait c'était la même chose, blanc bonnet, bonnet blanc. Le très très grand coupable, d'ailleurs déclaré comme tel par le tribunal, bien qu'il soit décédé en 2014, bon il est coupable, mais il ne sera pas condamné puisqu'il est décédé. C'est une sorte de gourou avec une personnalité très particulière, marquée par la paranoïa, la mégalomanie, le culte du secret, qui a inventé ces molécules, qui dès le départ a tout mis en œuvre pour que cette tromperie permette de placer le Mediator sur un segment de diabète et surtout que personne ne puisse faire le rapprochement avec les coupes-fins dérivés de l'amphétamine et leurs dangers. Et ça a fonctionné pendant plus de 30 ans, cette stratégie absolument incroyable. Nous avons fait les articles scientifiques, c'est comme ça qu'on fait, et puis nous les avons signalés aussi en pharmacovigilance, mais sans se douter à quel point l'agence du médicament était en fait verrouillée par Servier, complètement compromise. La deuxième chose, ça a été effectivement une enquête pour comprendre la nature du Mediator, et c'est là que l'impensable a surgi, c'est-à-dire la certitude que Servier mentait et qu'il dissimulait la nature de ce produit. C'était une évidence. Et puis derrière, ça a été effectivement le grand saut dans l'inconnu, c'est-à-dire la dénonciation de ce scandale par la publication d'un livre témoignage qui a été tout de suite censuré en justice en 2010. Donc le laboratoire, qui est extrêmement procédurier, a immédiatement attaqué très violemment. Et moi j'ai pensé que c'était fichu et puis qu'on allait crouler sous les procès. Et puis il y a eu une conjonction de personnes qui sont venues à nous aider. Un député de Haute-Garonne, Gérard Bapt, qui était cardiologue de formation. Il y avait également quelques médecins, des citoyens, journalistes, une étudiante en pharmacie qui a fait une thèse très importante sur le Mediator et qui a avancé les premiers chiffres de mortalité. Celui que j'ai appelé le Père Noël, qui est un médecin de la sécurité sociale, qui est allé faire des études sur les bases de données de la sécurité sociale et qui a constaté lui aussi que la toxicité était évidente et importante. Une épidémiologiste qui s'appelle Catherine Hill, qui nous a constamment très bien conseillé. Ça a été une histoire d'une petite équipe, un peu hétéroclite, qui s'est mise en branle, qui a obligé
l'Agence du médicament a s'interrogé sur cette toxicité, ses conséquences, malgré le retrait du médicament, aller un peu au-delà et finalement reconnaître qu'il y avait eu des centaines de morts et maintenant, on le sait, des milliers de morts. J'arrête, c'est fini. J'ai pas les épaules. Je n'en peux plus. Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout. J'ai peur. Y a pas de vrai combat sans peur. Tous les vrais résistants ont peur. Qu'est-ce que tu crois? En fait, Servier m'a sous-estimé, c'est-à-dire que Servier avait tellement l'habitude d'écraser les alertes, et c'est ce que nous avons découvert après coup, notamment dans les enquêtes, les gens qu'on a pu rencontrer. Dès 99, en fait, il y avait les alertes, et Servier a exercé des manœuvres d'intimidation, par exemple sur un cardiologue à Marseille, pour l'empêcher de poursuivre son enquête sur cette toxicité, cette dénonciation, avec des moyens d'intimidation absolument invraisemblables. Servier exerçait depuis très longtemps des campagnes d'intimidation et d'étouffement des alertes, absolument sans aucun scrupule. Et en ce qui me concerne, si je puis dire, j'ai eu de la chance parce que, étant petit médecin de province, pneumologue, et d'ailleurs on a retrouvé des textes, des échanges mails qu'il y avait entre des responsables de Servier et qui concluaient le risque de publication est faible, ils sont pas très bons, on risque rien. Et d'ailleurs, Jacques Servier l'a dit dans un discours absolument surréaliste en 2011 en disant « On a sous-estimé cette menace, nous n'avons pas pu immédiatement contre-attaquer, mais nous allons le faire. » Et ils l'ont fait effectivement en s'associant à un grand nombre de leurs affidés dans le monde médical, cardiologues, académiciens, qui se sont mis en ordre de bataille pour défendre l'entreprise Servier de ces attaques outrancières, soi-disant, venant de la part de cette pneumologue et de quelques excités. C'est beaucoup de dénigrement, considérer que c'est un délire médiatique, donc c'est vraiment déconsidérer cette alerte et en s'alliant, et c'est ce qui m'a le plus choqué, à un grand nombre de mes pairs en fait, qui ont pris le parti de Servier avec des publications de livres, de tribunes, pour dire que tout ça c'était une fausse alerte, que c'était une délation, qu'il y avait très peu de victimes et que c'était orchestré pour nuire à l'entreprise. D'où vos publications pour répondre aux autres publications. Alors, moi, j'avais donc dénoncé ce scandale dans un livre qui a été immédiatement censuré par la justice, qui pouvait pas croire que ces 2-3 Pékins là avaient raison face à ce grand labo pharmaceutique, et donc qui ont interdit la parution et la commercialisation du livre témoignage, alors même que le Mediator était officiellement retiré au niveau européen pour sa toxicité. Donc il a fallu se battre pour que le scandale finalement soit pris en compte. Il y a eu ensuite une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui a été un événement majeur puisque ça a vraiment révélé de multiples dysfonctionnements, parfois pénalement répréhensibles, à la fois au niveau du fonctionnement de l'agence du médicament, le gendarme du médicament qui était en fait sous l'emprise de la firme, et d'autre part de dissimulation et de tromperie évidente de la part du laboratoire. C'est là d'ailleurs où les enquêtes pénales se sont ouvertes, les premières plaintes, etc., etc. Voilà un petit peu comment les choses se sont passées. Alors vous êtes devenue une lanceuse d'alerte. C'était un terme qui n'était pas du tout connu à l'époque. Et j'ai réalisé d'ailleurs, parce qu'une fois je me suis fait traiter de façon très méprisante par des experts de l'agence du médicament de whistleblower. Et j'ai regardé ce que c'était que whistleblower, et c'est traduit en français par lanceur d'alerte, par un sociologue qui s'appelle Francis Chateau-Renaud, et qui est celui effectivement qui siffle, donc qui donne l'alerte lorsqu'il voit des actes qui portent atteinte à la sécurité publique finalement, avec éventuellement l'accomplissement d'actes délictueux. Et quand j'ai découvert ce terme et que je suis allée regarder sur Wikipédia, je me suis dit, ah bah oui, c'est exactement ça qui est en train de se passer, mais dont je n'avais pas conscience puisque je connaissais pas ce concept et personne ne le connaissait à l'époque. Vous êtes rentrée dans la famille des lanceurs d'alerte. Et vous avez participé aux rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Alors Daniel Ibanez a organisé, je l'avais rencontré, on a eu ce que j'ai dit, un coup de foudre amical et qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui est très fortement engagé pour défendre l'intérêt public, l'intérêt général, d'un point de vue très économique, sur les conflits d'intérêts économiques et les droits de l'homme, voilà. Il déploie son action et sa pensée à partir de la Déclaration des droits de l'homme et il y revient toujours. Donc il y a quelque chose qui est très solide en fait dans sa démarche et qui n'a rien de personnel, entre guillemets. Enfin, il ne s'agit pas de sa pomme, quoi. C'est bien élaboré. Il a créé donc un salon de lanceurs d'alerte qui ne fait pas le tri. Tout le monde peut y venir, c'est extrêmement ouvert.
C'est pour ça que je vous parlais de la découverte de ce monde très protéiforme, avec des rencontres déterminantes, à la fois avec des lanceurs d'alerte qui ont fait bouger les lignes dans des domaines comme celui de la fiscalité ou d'autres, et puis également des politiques qui ont avancé dans la législation destinée à protéger l'alerte citoyenne, comme la sénatrice Marie-Christine Blandin, par exemple, qui a été souvent présente et qui a été à l'origine d'une des premières lois de qualité de défense des lanceurs d'alerte. Dans votre cas, c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État puisque cette machination du poison a été ourdie par ce qu'on considère être un grand industriel. En fait, pour moi, c'était un grand imposteur d'abord. Jacques Servier, créateur d'une entreprise qui est devenue très riche sur la base de ces développements industriels frauduleux, en fait, qui avait le génie de l'influence, de la corruption, la pénétration de tous les milieux académiques, scientifiques, médicaux et politiques, à tel point que Jacques Servier a été décoré par tous les pouvoirs. Alors lui était de droite et probablement proche de l'extrême droite, certainement, avec en plus des méthodes d'embauche discriminatoires, racistes, axées sur les opinions politiques. Enfin, ce sont des scandales inouïs qui ont été classés sans suite, d'ailleurs, quand ça a été révélé en 2000. Donc ça interroge quand même. Et qui a été décoré jusqu'à la Grand Croix de la Légion d'honneur. Alors, au-delà de ces décorations, derrière, il y avait une influence réelle sur la nomination des ministres de la Santé, la nomination des responsables de l'Agence du médicament. Il avait un vrai pouvoir sur les décisions qui étaient prises, les personnes qui étaient mises en place. C'est une emprise tentaculaire, qui est impressionnante. Ouais. Est-ce qu'en 2024, on peut chiffrer le nombre de morts ? Alors, il y a 2 pathologies potentiellement mortelles liées à la consommation de Mediator. L'une, c'est les atteintes des valves cardiaques, qui peuvent être de toute gravité. Il y a eu des dizaines et voire des centaines de milliers de personnes qui ont des séquelles cardiaques. On pense qu'autour de 2000 en sont mortes, et il y a quelques dizaines de milliers de grands invalides cardiaques. Par contre, on n'a pas encore chiffré, et je pense que ça pourra être fait à l'avenir, parce que grâce à l'indemnisation des personnes, on va probablement pouvoir essayer de projeter ce chiffre sur l'ensemble de la mortalité. Ça se compte en centaines de morts, mais je n'ai pas de chiffre plus précis. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Disons qu'en interdisant le fait d'avoir obtenu le retrait du Mediator en 2009 a eu 2 conséquences. C'est que on a cessé d'exposer des gens à cette substance mortelle, donc effectivement, ça a épargné ces vies-là. Et pour un certain nombre de patients, le fait d'arrêter l'intoxication au Mediator a permis une stabilisation, une certaine régression, pas toujours des lésions cardiaques. En 2024, on en est où côté procès ? C'était une enquête pénale d'une dimension hors norme, 3 juges d'instruction, une dizaine de gendarmes temps plein pendant 3 à 4 ans, avec des investigations multiples, auditions, garde à vue, écoute, perquisition, expertise scientifique, etc. Donc c'est assez vertigineux. Servier a exercé, comme toutes les grandes entreprises mises en cause, grâce à des cabinets d'avocats ultra spécialisés, tous les moyens pour ralentir et étouffer la justice, quels qu'en soient les coûts. Et ce qui fait que l'ouverture de l'enquête, elle est en 2011, et l'ouverture du premier procès en correctionnel, c'était fin 2019. Ça aboutit à une première condamnation en 2021, une condamnation définitive de l'Agence du médicament pour blessure et homicide involontaire par négligence. Et en ce qui concerne Servier, il y a eu une première condamnation pour tromperie, blessure, homicide involontaire, mais avec des peines qui étaient très inadéquates et certaines relaxes qui n'allaient pas non plus, en mars 2021, ce qui fait que le parquet a fait appel, puis Servier. Donc il y a eu un deuxième procès en appel à la Cour d'appel de Paris, qui a abouti là à un verdict en décembre 2023, donc c'est pas si longtemps que ça, et là qui a enfin parfaitement décrit la machination du poison véritablement et la mécanique de cette incroyable tromperie avec comme but ultime en fait la commercialisation débridée et le remboursement par la sécurité sociale qui était l'objectif. C'est le pognon, c'est pas de tuer les gens, avec une condamnation à la fois pour obtention frauduleuse de commercialisation, escroquerie à la sécurité sociale avec obligation de rembourser, tromperie aggravée, blessure, homicide involontaire. Donc, Servier est en cassation par rapport à ce jugement et on espère bien que ça sera confirmé par la Cour de cassation. Donc, vous allez faire gagner de l'argent à la sécurité sociale. 421 millions d'euros de remboursement qui ont déjà été versés puisque c'est exécutoire, même si on va devant la Cour de cassation. C'est énorme. Le laboratoire, il va fermer, il continue toujours. C'est ça qui est assez terrible.
Et par rapport même à d'autres affaires qui ont pu toucher les entreprises, c'est une sorte de déni farouche et de contestation jusqu'au boutiste. Le laboratoire a reconnu des erreurs d'analyse, tout en disant qu'il n'aurait pas pu faire mieux, donc c'est du vent. Il déclare assumer ses responsabilités et indemniser, mais il n'indemnise que le couteau sous la gorge, et après avoir tenté par tous les moyens de débouter les victimes, et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc tout ça relève d'une immense hypocrisie dans sa communication. Mais par contre, là où il n'est pas hypocrite, c'est que il assume, il n'a jamais remis en cause l'héritage, pourtant tellement toxique de Jacques Servier, jamais d'ailleurs déplacé, remercié les personnes qui avaient participé historiquement à cette incroyable entreprise de dissimulation, de mensonges et de tromperies au détriment de la vie des gens, qui ont continué à conseiller Servier jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement choquant. Il n'y a jamais eu de ménage fait parmi ces personnes-là. Et assumer le nom de l'entreprise, même Servier, qui résonne, les noms sont glaçants, et le nom de Servier est glaçant pour ces victimes. Des entreprises comme Orpea ou d'autres changent de nom quand vraiment les scandales sont tels que c'est insupportable de continuer à porter. Le jugement a clairement désigné Jacques Servier, et son numéro 2, qui a eu 4 ans de prison, dont 1 an ferme, mais c'est bien Jacques Servier, le grand instigateur de cette tromperie dès le départ, et qui est constamment intervenu. Il a été déclaré coupable par le tribunal. Et le fait de revendiquer encore aujourd'hui l'héritage de Jacques Servier, c'est une honte absolue. Vous pouvez nous parler un peu des indemnisations des patients ? L'indemnisation des patients, ce que je vous disais, a été une bagarre terrible. Pire encore que d'obtenir le retrait du médicament, parce que malgré ces déclarations publiques d'indemniser, les cabinets d'avocats mandatés par Servier face aux plaintes des victimes contestent pied à pied, mordicus, parfois de façon violente, voire mensongère, avec des exemples d'abus de faiblesse, de mensonges, là encore presque d'escroquerie, d'humiliation aussi. La façon dont ces gens sont traités est absolument terrible, et certains ne s'en sont pas remis. Le comportement de la défense de Servier par rapport aux victimes est strictement odieuse, et ça a été une bagarre monstrueuse. Ça m'a bien plus préoccupée et bouleversée encore que la bagarre pour faire retirer le médicament. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus impardonnable. Je crois qu'au départ, il proposait 20 000 € Pour les plus gravement atteints, dont l'espérance de vie est extrêmement raccourcie, qui avaient tout perdu, qui ne pouvaient plus travailler, etc., c'était des propositions à 20-25 000 € pour solde de tout compte. Donc c'était juste délirant. Et c'est ça qu'il a fallu combattre pied à pied. Alors aujourd'hui, c'est un peu mieux, notamment pour les personnes qui ont été opérées avec des lésions définitives cardiaques, etc. Ça se compte maintenant à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas énorme. Il n'y a pas de dommages punitifs. Ça leur permet éventuellement de vivre dans des conditions un peu plus décentes, de payer des gens qui viennent un peu les aider pour tout ce qu'ils ne peuvent plus faire, etc. Mais ça reste pas très élevé. Au total, 4 500 victimes à peu près ont été reconnues. Et encore, c'est donc la fin de l'épidémie, puisque le médicament était commercialisé depuis 1976, donc sont les derniers consommateurs du Mediator, ceux qui étaient encore vivants quand l'affaire éclate et puis qui font le lien avec le drame. 4 500 victimes reconnues pour un montant qui va avoisiner au total probablement 300 millions d'indemnisation. Et puis il y a eu également, Servier a été condamné à payer 200 millions d'euros aux victimes de tromperie, c'est-à-dire des gens pas forcément malades, mais qui ont consommé un produit défectueux pendant des années et qui ont été trompés sur ce produit. Je me souviens très bien que je me disais, mais même dès le départ, quand il a fallu, quand j'ai décidé de sortir cette affaire, je me suis dit, voilà, j'étais déjà à Brest depuis longtemps, puisqu'on y est depuis 96, et je me suis dit, dans cette ville-là, je vais tenir. Alors, ce que je dis toujours, c'est que je suis une lanceuse d'alerte privilégiée par rapport à beaucoup qui se sont retrouvés, en fait, souvent détruits, à la fois psychologiquement pour des alertes qui ont été plus ou moins abouties, finalement, plus ou moins entendues, qui deviennent obsessionnelles pour tous, moi y compris, et donc qui ont été menacés dans leur travail et qui ont fini par décourager aussi leur entourage. Ça n'a pas été mon cas. J'ai été soutenue par l'hôpital de Brest, le CHU de Brest, par le directeur général d'emblée qui m'ont fait confiance, mes collègues aussi qui m'ont fait confiance. Donc ça, c'est absolument inestimable. Je suis pas sûre qu'il y ait un seul endroit en France où j'aurais pu avoir cet environnement plutôt bienveillant et aidant. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Et au niveau familial, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que
J'avais 4 enfants, assez petits à l'époque. Ils en ont pas mal souffert parce que c'était stressant, mais j'ai toujours eu un soutien conditionnel, notamment de mon mari, tout bêtement. Et malgré les risques pris, au moins financiers, peut-être, sur des procès, enfin voilà, c'était assez pénible. Puis c'était aussi un investissement personnel qui engloutissait tout, en fait. Les loisirs de la famille se sont réduits à peau de chagrin. Il a toujours adhéré à 100% en considérant qu'il était pas concevable de faire autrement. Dans votre tête, est-ce que c'était pour vous une mission, une obligation, un devoir d'aller jusqu'au bout de cette affaire du Mediator ? Pas le choix, ouais. Aucun moyen d'y échapper dans la mesure où j'avais, comme je vous l'ai dit, toutes les armes pour combattre ce scandale immense et défendre ses victimes, voilà, et dénoncer ce scandale à partir du moment où vous avez tout en poche. En fait, le plus simple, c'est pour comprendre cela, c'est de comprendre que quand vous êtes témoin direct d'un crime, mettons, je sais pas, vous voyez par la fenêtre se produire un chauffard ivre qui tous les jours fauche des piétons et qui recommence, et le gendarme qui regarde pas, et vous avez sa plaque d'immatriculation, puis vous avez pris des images, vous savez ce qui se passe. Si vous n'allez pas le dénoncer, vous devenez complice de ce crime. Avoir une fiction consacrée à sa vie, un plus dans le combat de la pneumologue. L'impact du cinéma aujourd'hui pour raconter une histoire, elle peut être bien plus fort et puissant que celui d'un livre. On est dans une civilisation où c'est maintenant le cinéma qui raconte des histoires. Et moi, je veux que cette histoire, elle soit racontée et je veux que le grand public sache. Si c'était à refaire, est-ce que vous avez des regrets ? Pas beaucoup. Ce qui m'a beaucoup aidé à avancer dans ce combat, c'est le fait de n'avoir jamais été seule. J'ai toujours beaucoup parlé de cette affaire autour de moi et petit à petit, les gens adhéraient à ce combat. Et on le voit dans le film La fille de Brest, c'est vraiment l'implication et l'engagement, parfois à leurs risques et périls, pas des risques physiques, mais au moins des difficultés professionnelles, comme le cas par exemple du Père Noël, du médecin de la Sécu qui m'a aidé. Ça a été fondamental et je dis toujours, il y a deux choses, vraiment ne jamais rester seul quand on porte une alerte et puis être très attentif à conserver les preuves. C'est comme une enquête journalistique, il faut que cette enquête soit bien faite avant de se lancer. Et à certains moments d'ailleurs, j'avais voulu me lancer plus tôt pour dénoncer et j'avais été retenue. Donc, je me disais non, attends, là c'est trop tôt, il faut que tu ailles au bout d'un certain nombre de démarches avant de dénoncer. Donc ça c'était bien. Après, des regrets, en fait j'ai été parfois trahie. J'en parle pas aujourd'hui, mais il y a quelques personnes qui s'étaient portées volontaires pour aider et qui étaient en fait des traîtres. Ça, c'est assez terrible dans un combat, c'est incroyable. Donc je me suis dit, j'aurais jamais dû leur faire confiance. Bon, voilà, mais c'était difficile de se rendre compte de cela. Là où il y a eu, enfin, on a franchi le mur de la communication, c'est en novembre 2010. L'Agence du médicament a dû reconnaître dans une conférence de presse historique que le bilan du Mediator était d'au moins 500 morts. Et là, c'est l'explosion médiatique. Dans la foulée, Xavier Bertrand, qui venait d'être nommé ministre de la Santé, prend le problème à bras-le-corps. Il est le premier responsable de santé publique qui a pensé à la vie des gens. Le premier. C'est un moment que je n'oublierai jamais. À tous ceux qui ont pris du Mediator, c'est de prendre contact et de consulter leur médecin traitant. Donc la mobilisation médiatique avait toujours un objectif. Et cet objectif, c'était, là, pendant des années, d'obtenir des indemnisations correctes pour les victimes. Alors aujourd'hui, il reste encore quelques centaines de dossiers en souffrance. Le processus d'indemnisation n'est pas terminé, de reconnaissance de ces victimes. Avec le décès de certaines victimes ? Avec, bien sûr, tout au long, les victimes meurent. C'est constant et c'est dramatique. Et souvent, le processus d'indemnisation est presque terminé, elle meurt et pouf, l'indemnisation ne se produira pas, en fait. Ou juste un préjudice pour les proches d'affliction et les frais d'obsèques. Il y a aussi une course contre la montre. Et bien évidemment, Servier ralentit sans cesse, conteste, etc., paye toujours au dernier moment. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Bon, moi, ma mobilisation, elle faiblit quand même, faut dire les choses. Là, j'étais là aujourd'hui à Montpellier parce que c'est face à des jeunes étudiants en santé, pharmacie, médecine, autres, des étudiants en droit, qui avaient à peu près une dizaine d'années quand l'affaire a éclaté. Or, là, c'est plutôt pour que cette affaire continue à mettre en garde ces jeunes générations sur la possibilité de telles transgressions criminelles. C'est tellement impensable qu'on n'arrive pas très bien à concevoir de tels crimes industriels.
Et je pense qu'il est important que les jeunes générations connaissent cette histoire. J'ai publié une bande dessinée dans ce but aussi, en 2023, pour pouvoir continuer à témoigner. Et vraiment, là, l'objectif, c'est de transmettre la connaissance de cette histoire pour des jeunes étudiants. Et je vois bien l'impact que ça a sur eux. Voilà, ils sauront que de telles choses sont possibles. Et ça fait partie de leurs armes mentales, en fait. Quel est votre rêve ? J'ai pas de rêve. Et si j'en avais, on va dire que, ou des illusions, cette histoire-là a fracassé beaucoup de, peut-être on peut dire de naïveté ou d'une certaine, j'ai rencontré des gens très bien, remarquables, des engagements formidables, et puis pas mal de salopards. Et puis aussi parfois d'indifférence et d'hostilité, un peu de masse. Oh là là, qu'est-ce que cette histoire, etc. Donc, tout ça m'a quand même, notamment dans le milieu médical, ça me choque. Donc c'est plutôt des désillusions, plus que des rêves, ou de la lucidité. Voilà, donc des rêves non, mais le souhait que le drame vécu par ces gens ne soit pas complètement oublié, c'est important. Je suis plus proactive, mais quand je suis sollicitée, comme ça a été le cas là par les doyens des facs de pharmacie et finalement de médecine et de droit, pour venir témoigner devant des étudiants, je réponds présent. Maintenant, je vous cache pas que mon objectif pour l'avenir, c'est aussi de me débrancher quand même. Par contre, c'est vrai que face à des amphis d'étudiants en santé, là, quand vous parlez de devoir, c'est un peu un devoir d'aller raconter cette affaire encore. Merci. Merci à vous. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.